Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, je vous retrouve avec le premier épisode de ce podcast. On va parler de médecine traditionnelle chinoise. Donc la médecine traditionnelle chinoise, elle est aussi appelée donc MTC pour médecine traditionnelle chinoise. Ça c'est bon, je pense. Mais aussi, vous pouvez trouver un second terme, alors que moi je n'utilise jamais et que je trouve pas ultra pertinent, qui est celui de l'énergétique traditionnelle chinoise, donc ETC. Il me semble que ça traite de la même chose, donc l'ETC égale MTC, mais en tout cas, voilà, moi, c'est pas un terme que j'affectionne particulièrement, donc vous en entendrez pas parler ici au Club d'Orloté. Donc, la médecine traditionnelle chinoise, c'est un système thérapeutique complet, holistique et ancestral. On va d'abord revenir sur ce terme vraiment d'ancestral et de pourquoi, quand on parle de médecine traditionnelle chinoise, on parle d'une médecine millénaire. On va vraiment revenir là-dessus parce que l'ancienneté de la MTC, c'est aussi ce qui fait son prestige. Mais il y a le revers de la médaille qui fait que aussi c'est ce qui fait son mystère, ou en tout cas le fait qu'on la connaisse pas hyper bien, en tout cas en France, d'où l'objet de ce podcast pour vous présenter les grands axes de la médecine traditionnelle chinoise. Donc dans un premier temps, voilà, on va un petit peu décortiquer un peu son historique. Décortiquer, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, revenir un peu sur ce côté millénaire, ancestral et d'où ça vient, la médecine chinoise. Ensuite, on abordera réellement le fonctionnement de la médecine chinoise, comment ça fonctionne, comment on travaille, comment on pratique la médecine traditionnelle chinoise et quels sont les restes, ou en tout cas comment on se pratique la médecine traditionnelle chinoise en France aujourd'hui, comment trouver un bon praticien ou ce genre de choses. Donc voilà, vous avez un petit peu une idée du programme et des sujets qu'on va aborder dans cet épisode. Donc déjà, l'origine de la médecine traditionnelle chinoise, c'est une énigme. On en retrouve quelques traces qui datent de quelques siècles avant Jésus-Christ, mais vraiment l'origine même de cette médecine, on n'en a pas aucune idée. On a des idées, des hypothèses et tout, mais c'est vrai que voilà, on n'a pas de traces pour dire la médecine chinoise, ça commence là, maintenant, dans telle région du monde. Voilà. En tout cas, toujours est-il que ça commence en Chine, ou en tout cas dans une région qu'on connaît aujourd'hui comme étant la Chine. À l'époque, c'est plutôt des royaumes qui sont un petit peu disparates comme ça en Asie. C'est une médecine qui est cousine de l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, moi je m'y connais pas du tout. Je connais un petit peu quelques trucs, mais c'est vrai que, parce que forcément avec le yoga, on aborde un petit peu l'Ayurveda, mais pour moi c'est vraiment, au même titre que la médecine chinoise, c'est une médecine à prendre vraiment à part, et vraiment à part entière pour le coup. Donc ça fera l'objet d'un épisode complet avec un ou une invitée sur l'Ayurveda, parce que c'est pas un sujet que je maîtrise tout simplement. Et dans ce podcast, le but c'est pas du tout de faire des parallèles ou de chercher des passerelles, des ponts entre ces deux médecines traditionnelles. Elles sont ce qu'elles sont. Il est vrai que, étant donné là où elles ont été fondées, en tout cas là où elles sont nées, il y a une possibilité qu'elles aient eu un ancêtre commun, en tout cas des pratiques ancestrales communes, pour qu'après ça donne d'un côté, en Inde plutôt côté indien, l'Ayurveda, et d'un autre côté, du côté chinois, la médecine traditionnelle chinoise. Toujours est-il que voilà, ce sont deux médecines qui sont cousines, qui sont à prendre chacune telles qu'elles sont. On n'est pas obligé de chercher toujours à les comparer ou à les mettre en opposition ou en relation. Ce sont deux pratiques complètement différentes qui se rejoignent sur certains points, mais je ne pense pas que ça soit extrêmement pertinent de toujours chercher à trouver des liens. Ça, pour moi, c'est plus un biais cognitif de nous, Français, à vouloir toujours tout mettre dans des cases. Donc c'est vrai que dans ce podcast, on essaiera de toujours prendre les pratiques telles qu'elles ont été fondées, et de pas toujours chercher à trouver forcément des liens avec ce qu'on connaît déjà ou faire des parallèles. En tout cas, voilà. Donc elles ont une origine, je pense, commune, avec des pratiques de soins et de guérison qui sont du coup encore plus anciennes, donc plutôt une médecine chamanique, en tout cas à ce niveau-là. Un mélange entre des croyances et des soins et vraiment des techniques de guérison poussées qui, en évoluant, ont donné la médecine traditionnelle chinoise. Et au cours des siècles, la MTC, en fait, elle s'est vue modeler
est vraiment influencé par 3 grands courants de pensée qu'on connaît encore aujourd'hui, donc 3 philosophies, le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Donc c'est trois philosophies qui sont encore présentes aujourd'hui en Chine et dans une grande partie de l'Asie. Alors en Chine aujourd'hui, c'est surtout le confucianisme qui a pris une place et une avance considérable. Toujours est-il que vous trouverez toujours ces 3 courants présents encore en Chine aujourd'hui. Et au cours de l'histoire, ils ont vraiment eu une influence qui est considérable sur la médecine traditionnelle chinoise. Déjà, ces 3 courants de pensée qui sont nés plus ou moins à la même période, au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Le taoïsme, c'est tout ce qui va être en rapport avec Lao Tzu. Vous avez déjà dû voir des citations de ce monsieur, qui d'ailleurs n'a peut-être jamais existé. C'est peut-être plusieurs auteurs qui sont à l'origine du taoïsme, mais quoi qu'il en soit, Lao Tzu, ça doit vous parler. Pour le confucianisme, c'est dans le nom, ça a été fondé par le sage et philosophe Confucius. Là aussi, il y a un tas de très jolies citations de ce monsieur. C'est une école philosophique morale et politique. Donc c'est aussi pour ça que je pense que c'est le confucianisme qui a pris aussi le dessus sur ces 3 courants. Et le bouddhisme, forcément, avec l'influence du yoga, tout ça, en général, on a quelques notions. Ça trouve ses origines en Inde, après que Siddhartha ait atteint l'éveil ou l'illumination, vous l'appelez comme vous voulez, pour devenir le premier Bouddha. Et c'est suite à tout ça que le mouvement, la philosophie en tout cas, s'est développé. Ensuite, on retrouve un petit peu comme dans le yoga ou comme dans n'importe quelle pratique comme ça, très ancestrale, millénaire, il y a toujours un texte fondateur, un élément comme ça, déclencheur, un texte qui pose les bases pour qu'ensuite cette pratique se développe. Pour la médecine chinoise, c'est le Wang Dinei Jing. Le Wang Dinei Jing, c'est le plus ancien ouvrage de médecine traditionnelle chinoise au monde. Alors, selon la légende, c'est l'empereur jaune, donc Wang Di, c'est dans le titre du coup, qui serait l'auteur de ce livre avec son médecin particulier. Donc en fait, le livre est rédigé, c'est marrant parce que c'est rédigé un petit peu comme un dialogue entre lui et son médecin particulier, et de temps en temps, il y a certains de ses ministres et conseillers. Mais en tout cas, c'est essentiellement un dialogue entre lui et son médecin. Il pose des questions à son médecin et son médecin répond et lui donne les clés, les bases de la médecine traditionnelle chinoise. Donc ça, c'est pour la légende, mais en réalité, cet ouvrage, c'est le fruit de plusieurs auteurs à des époques différentes. Et en fait, on part du principe que le Wang Dinei Jing, il a été rédigé durant quasiment 700 ans, du 5e siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle après Jésus-Christ. Donc ça recouvre la période des royaumes combattants en Chine, puis la dynastie Han. Donc il s'est vraiment passé comme ça pas mal de temps, pas mal d'années, où lors de différentes chroniques, différentes versions, cet ouvrage fut rédigé comme ça par tout un tas de médecins et de chercheurs. Donc le Wang Dinei Jing, il se divise en 2 parties. Vous avez la première partie qu'on appelle le Su Wen et la deuxième partie qu'on appelle le Ling Shu. Chacune de ces 2 parties contient 81 chapitres. Voilà, donc c'est un bon gros pavé. Le Su Wen, c'est donc cette première partie qui aborde plutôt les questions philosophiques sur l'origine du monde et les théories fondamentales comme le yin et le yang, les 5 mouvements, les 3 trésors et leur application dans la vie quotidienne, je dirais. Et le Ling Shu, c'est la deuxième partie qui aborde plutôt les différentes méthodes de diagnostic et leur traitement, en particulier grâce à l'acupuncture. Il me semble que le Ling Shu traite aussi de moxibustion et d'autres pratiques, mais c'est très ciblé très centré sur l'acupuncture. Donc ce livre qui a été rédigé durant ces 700 ans, durant la période des royaumes combattants et la dynastie Han, en fait, ce n'est qu'au Moyen-Âge, donc beaucoup plus tard, des centaines d'années plus tard, que après plusieurs dizaines d'années de travail venant de chercheurs, de médecins, de personnes pratiquant la médecine traditionnelle chinoise,
qu'on a fini par avoir une version qui ressemble plus ou moins à la version qui est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Donc on a vraiment ces chercheurs, ces médecins qui sont venus rassembler les différentes versions, les différents fragments, les différentes chroniques pour faire la version du Wang Dinajing qu'on connaît aujourd'hui. Donc un grand merci à eux d'avoir rassemblé tout ça parce que je pense que ça devait pas être une mince affaire. Et encore aujourd'hui, c'est un livre qui continue d'être édité, qui a été traduit, il me semble, en anglais. Il y a même une version, il existe des versions en français. Alors pas forcément pour les deux parties du livre, peut-être uniquement le Lingshu ou le Suwen, je me souviens pas exactement, mais en tout cas, voilà, c'est encore un livre qu'on peut trouver pour avoir pour le coup un élément de comparaison pour les professeurs de yoga qui nous écoutent ou les personnes qui ont une culture assez profonde du yoga. Le Wang Dinajing pour la médecine chinoise, c'est l'équivalent de la Bhagavad Gita dans la culture du yoga. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Souvent, en général, dans n'importe quel mouvement, il y a toujours, comme je vous disais tout à l'heure, un livre fondateur et qui lance clairement la dynamique et qui vient vraiment poser les bases. Donc pour la médecine chinoise, c'est cet ouvrage qui date de plusieurs siècles maintenant. Voilà, on va avancer un petit peu dans l'histoire et arriver directement en 1949, donc à une époque beaucoup plus récente, qui n'est pas si vieille que ça. Donc là, on arrive 1949 après la révolution communiste en Chine. Évidemment, on ne peut pas parler de l'histoire de la médecine chinoise sans parler de la période communiste. La médecine chinoise, à ce moment-là, elle a connu plutôt comme une renaissance. En fait, si vous voulez, pour les communistes, à ce moment-là, c'est important de mettre en avant ce qui est chinois, ce qui est bien de chez eux. Du coup, la médecine traditionnelle chinoise, c'est presque le meilleur moyen, c'est le meilleur moment pour la mettre en avant. Donc à ce moment-là, ça leur plaît bien. C'est quelque chose qu'ils ont envie vraiment de booster. Donc ils le mettent en avant. Mais rapidement, la Chine, elle se rend compte qu'elle a un retard en fait sur ce qui se passe en Occident. Petite parenthèse, quand je vais parler d'Occident, c'est vraiment en général dans ce contexte-là. Quand on dit Occident, c'est souvent on parle donc du vieux continent, donc de l'Europe et de l'Amérique du Nord, en particulier des États-Unis. Mais ça reste un terme que j'utilise avec des pincettes et qu'on mettra entre gros guillemets la plupart du temps, puisque selon moi, c'est un terme qui est quand même très daté, qui est utilisé dans un contexte historique particulier. Donc voilà, je l'utilise avec des pincettes, mais en tout cas, toujours est-il que voilà, dans les années 50, la Chine, elle se rend compte qu'elle a quand même un sacré retard sur nos techniques à nous, en Europe et aux États-Unis. Donc pour rattraper ce retard, le régime communiste va lancer ce qu'on appelle le grand bond en avant. C'est vraiment le terme pour le nom de cette période-là. Et là, le but, c'est de venir moderniser la Chine pour rattraper ce retard. Sauf que moderniser la Chine, ça sous-entend aussi moderniser la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est cool, c'est bien parce que c'est très chinois, mais c'est encore un petit peu... c'est un peu ancien tout ça, ça a besoin d'être un peu boosté, un peu modernisé. Donc en fait, ils ont décidé de l'associer à la médecine occidentale. Donc ils ont ouvert des universités de médecine traditionnelle chinoise qui mélangeaient cette pratique donc ancestrale avec la médecine occidentale telle qu'elle était pratiquée en Europe et en Amérique du Nord. Ce qui fait qu'en fait, ça a eu des conséquences sur la façon dont elle était enseignée et la façon dont elle était pratiquée aussi plus tard. Donc ça déjà, c'était un premier coup dur pour la médecine traditionnelle chinoise. Et aussi, au passage, à ce moment-là, on garde la médecine chinoise, mais on commence à retirer, à enlever, à supprimer un peu les théories qui collent pas trop avec l'idéologie communiste. Voilà, dès que ça va un peu trop loin, que c'est très, très éloigné de ce que pense le régime communiste à ce moment-là, on commence un petit peu à l'éloigner, à un peu mettre ça sous le tapis et on verra plus tard, quoi. Donc voilà. Cette modernisation, elle prend fin en 1966, quand Mao décide de lancer la révolution culturelle en Chine. Alors, la révolution culturelle en Chine, c'est un désastre. Les conséquences de cette révolution culturelle sont catastrophiques, clairement. C'est une période qui a duré 10 ans, donc jusqu'en 1976.
À ce moment-là, Mao met en place ce qu'on appelle les gardes rouges. Et en fait, ce sont des troupes qui instaurent progressivement un climat de terreur. S'ensuit une crise humanitaire avec des centaines de milliers de personnes tuées. Les estimations les plus élevées vont jusqu'à 20 millions de morts. La révolution culturelle, en fait, elle réprime toute forme de croyances religieuses, philosophiques, l'art, tout ce qui va en fait contre le régime est sévèrement puni, interdit, réprimé. Voilà, c'est vraiment... c'est pas ouf comme période, clairement. Et il en va de même, forcément, pour la médecine traditionnelle chinoise. Donc vraiment, on est passé d'un moment où ça les intéressait parce que c'était très chinois, à une période où, ouais, c'est bien, c'est chinois, mais par contre, on va un peu la moderniser et la modifier un peu selon nos idées à nous. Donc on a commencé un peu à déjà enlever certaines choses, à complètement la reléguer au rang de superstition et d'une sorte de résidu d'une société féodale révolue. Donc vraiment quelque chose de ringard, de moyenâgeux, ancestral, mais dans le mauvais sens. Du coup, ils n'ont plus du tout envie de garder cette médecine traditionnelle-là. Sauf que le problème, c'est que comme la médecine traditionnelle chinoise, dans certaines régions, c'est le seul moyen d'accéder à des soins, en fait, pour plein de personnes. Le fait qu'on supprime cette médecine, cette pratique, il y a des gens qui ne peuvent tout simplement plus avoir accès aux soins. Il y a des régions en Chine qui sont... Donc la Chine, vous avez quand même une idée de l'étendue que c'est, de la superficie de ce pays. Il y a des régions qui sont très rurales, qui sont très paysannes, où les gens... où ces gens-là, en général, sont quand même assez pauvres aussi, si vraiment on va chercher vraiment dans le caricatural. Et il y a des régions, s'il n'y a pas ces techniques traditionnelles, ancestrales, qui se pratiquaient de famille en famille ou ce genre de choses, si ça, on leur enlève, ils n'ont plus d'accès aux soins, en fait. Ils ne peuvent plus se soigner, ils ne peuvent plus guérir des blessures, ils ne peuvent... Voilà, ils peuvent plus se soigner, tout simplement. Donc après, c'est compliqué de vivre quand on n'a pas d'accès aux soins et à une santé qui est fiable et qui est stable. Voilà. Donc là, le fait que clairement on interdise la pratique de cette médecine chinoise et qu'on la réprime et qu'elle soit sévèrement punie pour les personnes qui continuent de la pratiquer, voilà, ça pose un réel problème. Donc les médecins qui résistent et qui continuent d'apporter comme ça des soins, justement, surtout dans ces zones rurales et paysannes, sont envoyés aux travaux forcés. Donc la plupart meurent là-bas. Et clairement, en plus d'une crise humanitaire durant cette révolution culturelle chinoise, on se retrouve avec une crise de la santé publique au passage, histoire d'eux, et en particulier dans les régions qui sont plutôt rurales et peuplées de paysans qui s'efforcent de s'en sortir comme ils peuvent. Heureusement, après 10 ans de révolution culturelle, cette période prend fin en Chine et petit à petit, la médecine traditionnelle chinoise retrouve un petit peu ses lettres de noblesse, les universités réouvrent et on peut de nouveau se former, apprendre la médecine chinoise et continuer de la pratiquer. Aujourd'hui, en Chine, l'acupuncture et le tuina tout particulièrement sont toujours... pratiquée même dans les hôpitaux et ça représente toujours une énorme partie des soins qui sont dispensés en Chine. Et maintenant, depuis plus d'une trentaine d'années, la médecine traditionnelle chinoise, elle s'exporte en dehors de la Chine puisque même en France, on peut se former en médecine chinoise un petit peu partout. Il y a de très bonnes écoles. Donc voilà pour l'historique un petit peu de cette pratique qui est très ancienne, vous l'avez compris. Mais du coup, comment ça fonctionne ? En médecine chinoise, on dit que l'humain se situe entre le ciel et la terre et qu'il est profondément lié à tous les phénomènes dans la nature et tous les rythmes en fait de la nature, donc que ça soit le rythme des saisons, le rythme d'une journée, le jour et la nuit, le cycle de la lune aussi par exemple. En fait, tous ces cycles et ces rythmes autour de nous qui sont présents dans la nature, tout cela en fait va influencer ce qui se passe dans notre corps, dans notre organisme, dans notre constitution. Voilà le principe même de la médecine traditionnelle chinoise. Donc en fait,
la nature qui est autour de nous, on fait partie de cette nature qui nous entoure. Et c'est aussi pour ça qu'il faut apprendre à l'aimer, à la respecter, à la protéger, parce qu'elle se reflète à l'intérieur de nous, elle se reflète à l'intérieur de notre corps. Ce qui se passe à l'intérieur, dans notre organisme, est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur, dans notre environnement, et inversement, en fait, tout est lié. L'humain et son organisme sont comme un microcosme qui est la réflexion du macrocosme. Donc, le macrocosme, ça va être les cycles de la nature ou même de l'univers, des planètes, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment... c'est une vision de l'homme et de la vie qui est complètement différente de ce qu'on nous apprend, quand on grandit, en tout cas en France. C'est vraiment... moi, c'est ce que je me suis dit quand je me suis formée à la médecine traditionnelle chinoise. Je suis arrivée en me disant... Alors, pas vraiment oublie, mais mets de côté ce qu'on t'a appris parce que là, ce que tu vas apprendre, c'est une vision de l'homme et de la vie qui est complètement différente que ce qu'on t'apprend en SVT au collège, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire que c'est... Comment dire ? Ça ne veut pas dire que c'est opposé. Ça ne veut absolument pas dire que c'est opposé. Tout simplement, ce sont deux visions différentes du monde et de la vie et du coup du corps humain. Donc, en tout cas, voilà, c'est en s'inspirant de la nature que la médecine chinoise s'est développée. Tout dans la médecine chinoise fait référence à la nature. Absolument, quasiment tout, à des éléments de la nature. Par exemple, certains points d'acupuncture s'appellent les points rivières. Vous allez retrouver les points sources, les points fleuves. Souvent, on retrouve le vocabulaire qui est plutôt apparenté à la nature dans la médecine traditionnelle chinoise. Quand on parle des éléments qui peuvent devenir pathogènes, qui peuvent provoquer des pathologies en médecine traditionnelle chinoise, on a la sécheresse, l'humidité, le vent, la chaleur et le froid, qui sont normalement plutôt des variations climatiques, donc à l'extérieur de nous, dans la nature, dans ce qu'on peut observer autour de nous. Et en médecine chinoise, on part aussi du principe qu'ils sont à l'intérieur de nous et que s'ils sont en excès, en vide, en plénitude, c'est ce qui peut ensuite impacter notre santé et se manifester sous la forme de pathologie. Souvent, on retrouvera toujours ces termes un petit peu imagés, avec ce vocabulaire toujours de la nature qui revient pour parler de la médecine chinoise, pour parler certaines théories fondamentales, pareil, sont très imagées. Donc souvent, vous m'entendrez faire plutôt des métaphores, des comparaisons pour vous aider à comprendre certaines notions. Alors, ça peut paraître enfantin, mais en réalité, vous allez me dire si vous me suivez à ce niveau-là, mais souvent derrière une image très simple peut se cacher énormément de complexité et un raisonnement très complet et concret. Donc, la médecine chinoise, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de symboliques, beaucoup d'images, de métaphores, mais en fait, derrière, ça renferme énormément de notions et un système très complet. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et de cette observation de la nature sont nées ce qu'on appelle en médecine chinoise les théories fondamentales qu'on a un petit peu abordées, qui sont présentes dans le Su Wen, donc la première partie du Wang Di Neijing dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous allez avoir la théorie du yin et du yang, la théorie des 3 trésors qu'on connaît très peu en France, à moins de faire de la médecine chinoise ou d'avoir lu certains bouquins. Donc c'est pour ça qu'on fera un épisode dédié de toute façon sur chacune des théories fondamentales pour que vous ayez déjà quelques clés de compréhension. Et les 5 mouvements, qui est une théorie qui est quand même assez connue. On retrouve quelque chose de similaire du côté de l'Ayurveda aussi. De ces théories fondamentales, on a découpé la médecine traditionnelle chinoise en 5 branches. La première branche, qui est du coup la plus connue, c'est l'acupuncture. Donc l'acupuncture, ça consiste à venir stimuler des points sur les différents canaux qui parcourent l'ensemble de notre corps à l'aide d'aiguilles, de moxa ou simplement des doigts. Donc on parle d'acupuncture quand c'est une stimulation à base d'aiguilles. Pour les moxa, on parle de moxibustion à ce moment-là. Donc les moxa, c'est quelque chose qui est fabriqué à base d'armoise. Et le but, c'est de venir chauffer en fait les points d'acupuncture à distance, donc pas directement à même la peau. Donc c'est une technique qui est non invasive. Et quand on parle de stimulation directement avec les doigts, on parle de digiponcture.
Chaque point possède un nom, un numéro et une ou plusieurs caractéristiques avec des actions ciblées. Et en acupuncture, les points en général, ils peuvent agir seuls ou sous la forme de réseaux ou de circuits selon les besoins et selon les différentes techniques, les différents styles qu'on utilise. En acupuncture, il y a des dizaines et dizaines de styles et de techniques d'acupuncture différentes. Certains pratiquent souvent plus ou moins les plus répandus, les plus connus, mais c'est vrai que voilà, il en existe différents styles. En Chine, c'est quelque chose qui s'est développé un petit peu par famille. Vous allez avoir un peu dans certaines familles de praticiens de médecine chinoise un style d'acupuncture qui était pratiqué, là où d'autres pratiquaient différemment, et ainsi de suite. Et après, on a essayé un peu de rassembler tout ça. Et quand on se forme à la médecine traditionnelle chinoise, on apprend différents styles et techniques d'acupuncture. Donc c'est là que ça devient intéressant. Donc certains utilisent des techniques où on pique plusieurs points en même temps, d'autres uniquement 2, 3, 4 points, pas plus. Certains vont utiliser les points qui sont situés aux extrémités, donc uniquement au niveau des mains, des pieds, des avant-bras et en dessous des genoux, là où d'autres utiliseront plutôt des techniques où ils utilisent la plupart des points sur tout le corps. Deuxième branche de la médecine traditionnelle chinoise, le tuina. Donc le tuina, c'est le massage traditionnel chinois. Chaque geste conduit à une action qui est déterminée, avec une intensité particulière et dans un but bien précis. C'est un massage qui est en général sur mesure, qui est adapté aux besoins et aux déséquilibres. Donc parmi les déséquilibres qu'on peut trouver, vous pouvez avoir la stagnation, la plénitude ou le vide. Et c'est un massage qui a vraiment pour but de venir rééquilibrer la circulation du qi dans le corps. Voilà. Quand je dis qi, l'équivalent du coup dans la culture du yoga, c'est le prana. Le qi, c'est vraiment le souffle vital. On le détaillera dans 2 prochains épisodes, mais voilà, c'est le souffle vital, l'énergie vitale. Donc voilà pour le qi. Et le but en médecine chinoise, avant tout, c'est toujours d'éliminer les stagnations et de permettre au qi de circuler librement dans notre organisme pour le laisser faire son taf, en gros. Troisième branche de la médecine traditionnelle chinoise, la diététique. Selon les saisons, selon les 5 saveurs, selon les 5 saisons, la diététique chinoise, en fait, c'est un ensemble de règles d'hygiène alimentaire, disons. Et le but, c'est, voilà, on ne mange pas la même chose en été qu'en hiver, en fonction de ces déséquilibres et de ce qu'on a à travailler pour notre corps. On va manger d'une certaine façon. Selon la théorie des 5 mouvements, on retrouve 5 saveurs, 5 saisons. Et souvent, la diététique chinoise est basée en fait sur ce système-là. Et le but, c'est d'apporter un entretien en fait, du corps, une certaine hygiène de vie pour qu'il ne tombe pas malade. De maintenir le corps en bonne santé avec voilà, une bonne hygiène de vie. C'est vraiment l'essentiel avec la diététique chinoise. Donc après, on détaillera tout ça sûrement dans 2 prochains épisodes. Mais en tout cas, c'est une des branches essentielles de la médecine traditionnelle chinoise avant de traiter quoi que ce soit. Souvent, il y a des choses à rééquilibrer, donc au niveau de la diététique, mais pas seulement, mais essentiellement, c'est déjà des choses dans notre assiette qu'on peut modifier pour être en meilleure santé. Donc voilà pour la diététique chinoise. 4e branche, on retrouve la pharmacopée. Donc la pharmacopée, c'est vraiment principalement les plantes médicinales. Donc en général, c'est des racines, des plantes, des graines, des champignons. Mais aussi, il y a certains extraits minéraux et animaux. Et la pharmacopée, c'est vraiment l'ensemble de toutes ces substances qui peuvent être prises, prescrites pour venir rééquilibrer le corps et soigner le corps, traiter les déséquilibres. Souvent, c'est sous forme de poudre, de mélange, de décoction, d'infusion. Il y a vraiment tout un tas de... Ça pourrait faire l'objet d'un épisode complet aussi, puisqu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Alors, il y a des plantes qu'on connaît chez nous aussi. Il y a des choses, des fois, qu'on utilise en pâtisserie chez nous aussi. Je pense par exemple à la cannelle, qui fait partie en fait, de la médecine, de la pharmacopée chinoise. Voilà,
C'est vraiment tous les produits qui peuvent être utilisés pour soigner, pour traiter. Donc c'est vraiment pareil une branche qui est assez importante en médecine traditionnelle chinoise. Et la cinquième et dernière branche de la MTC, on retrouve le Qigong. Donc le Qigong, ce n'est pas seulement une gymnastique douce comme on peut le voir souvent dans des articles de magazines féminins. C'est vraiment... alors, il y a des exercices énergétiques, il y a des exercices respiratoires, comme on peut en retrouver également en yoga. Il me semble qu'il y a 2 Qigong différents. Il y a le Qigong thérapeutique qui peut se rapprocher de certaines techniques de magnétisme ou de Reiki, par exemple, pour ceux à qui ça parle. Et après, il y a aussi un Qigong quand même, toujours pareil, dans le but d'entretenir le corps et dans l'idée toujours d'une hygiène de vie pour maintenir une circulation du Qi harmonieuse pour ne pas tomber malade. En fait, globalement, la médecine chinoise aussi, c'est ça, cette idée de médecine préventive où le but, c'est de ne pas tomber malade. Et en fait, de régler les déséquilibres dès qu'on en a... j'ai presque envie de dire, dès qu'on a des symptômes, c'est trop tard. Mais c'est un petit peu ça l'idée. Le but, c'est vraiment d'entretenir une philosophie de vie et une manière de vivre pour tomber le moins malade possible, pour maintenir une énergie harmonieuse dans le corps, un corps équilibré et pas seulement... Alors, c'est pas uniquement le corps physique qui est équilibré, il y a aussi plein de choses qui peuvent se passer au niveau de notre esprit aussi. Mais le but, c'est de venir rééquilibrer et maintenir tout ça en place aussi une fois que ça l'est. Donc, le Qigong, ce sont des exercices physiques et énergétiques qui ont pour but de maintenir et d'entretenir le corps comme ça. Et ça fait vraiment partie d'une hygiène de vie et d'une philosophie de vie complète. La médecine traditionnelle chinoise, elle a développé un système de canaux et de méridiens dans le corps. Vous m'entendrez plus souvent parler de canaux que de méridiens. Alors, petite explication. Les méridiens, c'est parce que, en tout cas pour moi, ça me fait penser aux méridiens géographiques, donc aux latitudes et longitudes, qui sont des lignes imaginaires sur une carte qui servent de repères pour calculer des degrés et des décalages horaires, mais du coup, ça reste des lignes imaginaires qui n'existent pas réellement sur notre planète. Donc le terme de méridien, c'est un peu cette idée-là de ligne imaginaire, alors que je trouve que dans le terme canal et dans les canaux, on comprend qu'il y a vraiment cette idée comme un tuyau en fait, qui vient vraiment canaliser cette énergie et la faire circuler, qui lui sert de canal en fait, comme quand on creuse un canal ou une digue, une rigole où on a l'eau qui passe. Il faut vraiment imaginer toujours avec des métaphores fluviales, imaginez vraiment des canaux, des tuyaux d'énergie qui circulent dans notre corps et non pas en surface, c'est vraiment profond, qui circulent au niveau des nerfs, des veines, entre des muscles, dans certaines cavités osseuses. Il y a réellement ces canaux d'énergie dans notre corps. Donc j'utiliserai en général plutôt le terme de canaux que de méridien, même si des fois... le terme de méridien, comme c'est celui qui est souvent le plus répandu, ça vient comme ça, je fais ce que je peux, mais en tout cas, les 2 termes veulent dire la même chose. Un méridien, c'est un canal, et un canal, c'est un méridien, du côté droit comme du côté gauche, pour ceux qui aiment bien les chiffres, on compte 361 points sur les canaux et une 50aine de points hors canal, hors méridien. Et du coup, sans compter les points Tong, alors les points Tong, on y reviendra, c'est des points, un système d'acupuncture qui a été développé par la famille Tong, du coup une famille en Chine, où là pour le coup c'est un style d'acupuncture bien particulier avec un système à part. Donc sans compter ce système des points Tong, on peut dire qu'on a à peu près 820 points d'acupuncture dans le corps. Voilà, ça vous donne une petite idée de l'étendue de cette cartographie du corps et de tout ce qu'il y a à faire. Et on comprend mieux pourquoi il existe différents styles d'acupuncture, parce qu'avec 820 points,
des systèmes de circuits et de réseaux. Il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà. Et du coup, la MTC aujourd'hui, alors récemment, il me semble que c'était en novembre 2010, elle a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est chouette. Et en juin 2018, donc là pour le coup c'est beaucoup plus récent, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'a inclus dans la 11e version de la classification internationale des maladies, donc la CIM. Il me semble que la 11e version, pour le coup, c'est la dernière version qui existe, si je ne me trompe pas. C'est une façon d'être reconnu comme ça, donc même si c'est encore récent, c'est quand même une façon de reconnaître ce savoir-faire et cet art thérapeutique qu'est la médecine chinoise, voilà, être reconnu par l'UNESCO et l'Organisation mondiale de la santé, ça montre bien qu'il y a quelque chose derrière et qu'il y a une certaine force de cette médecine. Donc voilà, c'était important pour moi de vous le notifier dans cet épisode. En France, il existe un DIU d'acupuncture, donc ils l'ont appelé acupuncture scientifique, et je crois que dans ce DIU, au programme, il y a aussi l'auriculothérapie. Alors l'auriculothérapie, on en parlera dans un épisode dédié là aussi. Bon, forcément, comme c'est le premier épisode, je vous dis qu'il y aura des épisodes dédiés tout le temps, mais en gros, c'est ça, l'auriculothérapie, on la détaillera prochainement, mais en tout cas, à proprement parler, c'est pas une pratique qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Ça s'en rapproche, mais c'est pas une technique qui fait partie de la MTC. Ce DIU d'acupuncture, il est ouvert aux médecins et aux sages-femmes, je crois aux infirmières, mais je suis pas sûre, donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, voilà, c'est un DIU qui est uniquement ouvert aux médecins, en médecine vétérinaire et dentaire, je crois, aussi, parce qu'il existe aussi le système de canal et de méridien aussi sur les animaux, mais ça aussi, c'est à détailler plus tard. Mais en tout cas, voilà, en médecine vétérinaire, il me semble qu'ils peuvent aussi faire ce DIU d'acupuncture. D'ailleurs, DIU, je ne l'ai pas précisé, mais c'est diplôme interuniversitaire. Oui, interuniversitaire, c'est ça. Donc c'est ouvert aux sages-femmes. Je ne suis pas sûre que ça soit aussi pour les infirmières. Il me semble que les internes peuvent aussi faire ce DIU. Et forcément, après, les médecins, les docteurs en médecine. En France, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au-delà de ce DIU d'acupuncture qui est réservé donc uniquement aux médecins, infirmières et sages-femmes, il me semble que c'est 1 an pour les sages-femmes et 2 ans pour les médecins. Alors, c'est pas une formation en présentiel à 100%, c'est une formation qui est faite sous forme de séminaires et de séminaires de 2-3 jours de formation à peu près, donc régulièrement au cours de l'année. Donc 1 an pour les sages-femmes, 2 ans pour les médecins. Mais on peut aussi se former à la médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise, sans passer par ce DIU d'acupuncture qui, pour le coup, ne voit que l'acupuncture et l'auriculothérapie, mais du coup qu'une seule branche de la médecine traditionnelle chinoise. Et en 1 an ou 2 ans, même en apprenant que l'acupuncture, je ne pense pas qu'on puisse balayer énormément de styles d'acupuncture différents. Donc en France, c'est aussi possible de se former à la médecine traditionnelle chinoise dans différentes écoles. Alors ce sont des écoles qui sont privées. La formation en général, vraiment pour avoir une formation la plus générale et complète possible, c'est entre 4 ans et 5 ans de formation. Si ce n'est plus, il existe après des spécialisations, ou après c'est un petit peu comme pour les formations de yoga. Si vous voulez vous former à certaines pratiques, vous pouvez continuer en fait de faire des formations. Il existe par exemple des formations en cranioponcture, donc uniquement l'acupuncture au niveau des points qui sont situés sur le crâne. Donc après, voilà, c'est des petites... ou alors en médecine traditionnelle chinoise, mais plutôt le côté pédiatrique. Le tuina pédiatrique, par exemple, vraiment les massages pour les bébés et les enfants, il y a aussi pas mal de choses à faire. Donc après, c'est des petites formations à faire en plus si on souhaite se spécialiser après avoir fait un cursus général, je dirais. En France, on a la Fédération nationale de médecine traditionnelle chinoise
qui est un groupement de praticiens, d'écoles, d'étudiants, etc. C'est une association qui a été créée, je ne sais plus si c'est au début des années 2000 ou fin des années 90, ou si je me confonds avec l'Union française des praticiens en médecine chinoise, enfin l'une ou l'autre, a été créée quand même il y a déjà pas mal de temps et les autres ont suivi. Il existe comme ça plusieurs groupements de praticiens et c'est aussi, alors je ne sais plus si c'est l'une ou l'autre, mais ce sont des associations, enfin des fédérations en fait qui permettent de demander quand même une certaine certification aux écoles et il me semble qu'ils ont quand même établi un certain programme, ce qui fait que sur un cursus... sur des études de médecine traditionnelle chinoise, il y a quand même un certain programme à tenir, à appliquer pour pouvoir être reconnu par ces fédérations et par ces unions de praticiens. Donc voilà, ça permet qu'il y ait quand même un enseignement, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Voilà, on peut pas, c'est compliqué d'être praticien en médecine chinoise après un an de formation, par exemple. Donc c'est ce genre d'avancées qui font qu'un jour peut-être que la médecine traditionnelle chinoise sera aussi reconnue en France et qui font que les choses vont avancer au niveau français, au niveau européen et au niveau mondial pour quand même une reconnaissance de cet art thérapeutique qui est ancestral et qu'on peut encore pratiquer aujourd'hui. Et ça permet d'un petit peu cadrer aussi un petit peu les choses sur ce qui peut se passer sur différentes formations, c'est quand même important. Après, aujourd'hui, c'est quand même assez facile de trouver un praticien en MTC. Après, je vous dirais toujours de vous tourner vers quelqu'un, soit qu'on vous a recommandé, soit en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez safe aussi, parce que dans le milieu du bien-être, ou en tout cas du mieux-être, c'est comme partout, il y a de bons praticiens, il y a de très très bons praticiens, et des praticiens qui sont un peu moins bons. Donc entourez-vous de professionnels en qui vous avez confiance, qui respectent les règles d'hygiène et qui vous respectent aussi, c'est très important. Et après, gardez à l'esprit que en aucun cas, en séance de médecine chinoise, on vous demandera ou on vous suggérera d'arrêter ou de refuser des soins ou des traitements médicaux. Ça reste une médecine qui est complémentaire. Et que ce sont des soins qui sont préventifs, qui sont non curatifs, et que lorsqu'il vous faut réellement un médecin ou un accompagnement autre, si c'est un bon praticien chez qui vous allez et qu'au bout d'un moment ce praticien se sent limité, en tout cas dans sa pratique de la médecine traditionnelle chinoise, on vous enverra vers d'autres professionnels, et en particulier vers des médecins, parce que c'est important de ne pas être une entrave en fait à la médecine. C'est plutôt une médecine complémentaire, c'est pas du tout des médecines qui sont à opposer, au contraire. Là où c'est beau, c'est quand ça marche ensemble, ou qu'on travaille avec des psychologues, avec des ostéos, avec des infirmières, des sages-femmes. Voilà, c'est là en fait qu'on peut avoir un système de santé qui est complet. C'est quand il y a vraiment un accompagnement qui est holistique, qui est vraiment sur mesure. Donc voilà, en tout cas, le but de la médecine chinoise, c'est cet entretien du corps pour ne pas tomber malade, ou en tout cas, si ça arrive, d'avoir préparé le corps pour qu'il soit suffisamment fort pour se remettre, en tout cas plus rapidement, de certaines pathologies. Donc c'est toujours un rééquilibrage, un recalibrage même, je dirais, du corps pour qu'il soit vraiment armé aux perturbations, que ce soit dans son environnement ou dans son propre organisme. C'est une discipline qui est noble, qui a traversé les siècles pour nous parvenir aujourd'hui, et c'est une chance qu'elle soit encore pratiquée par des personnes qui sont passionnées. Je vous souhaite de croiser des praticiens passionnés sur votre route, qui pourront vous donner des détails et vous accompagner dans cette belle pratique qui est la médecine traditionnelle chinoise. J'espère que ce premier épisode vous a plu et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur cette médecine millénaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc club.dorloté, Dorloté avec 2 E, très important. Écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!